Une vallée comme tant d'autres. Un marché comme tant d'autres. Mais ici, c'est le Vietnam. Et ce marché, cette vallée sont ceux de Dien Bien Phu, où en mai 1954, la France essuya une des plus grandes défaites de son histoire. Arrangée sur le même plan que Waterloo, Sedan et Azincourt. Cette défaite connut également des répercussions dramatiques dans le monde entier, notamment en Occident. Aujourd'hui, Dien Bien Phu est en paix, bien que l'on y remarque encore ici et là la présence d'uniformes. Chaque bosse de cette vallée était fortifiée et donna lieu à des combats sanglants. L'agonie de Dien Bien Phu, ainsi que certains l'appelèrent. Des monuments aux morts couronnent à présent beaucoup de ces petites collines. Des dizaines d'années plus tard, on déterre encore des vestiges rouillés de ce combat épique. La plupart des fortifications installées dans la vallée ont été depuis longtemps détruites, à part celle-ci, le quartier général souterrain du commandement français, un monument macabre érigé à la gloire d'une pitoyable débâcle. Pendant 56 jours et 56 nuits, les Français furent assiégés à Dien Bien Phu, l'enfer concentré sur une toute petite surface, pour reprendre l'expression de l'un des survivants. Certains sièges au cours de ce siècle ont bien sûr duré plus longtemps. Les troupes américaines ont tenu Bataan 66 jours, tandis que les forces jointes britanniques et du Commonwealth ont tenu Tobruk 241 jours. Mais ce qui était différent à Dien Bien Phu, c'était que tout comme Midway, Stalingrad et la première bataille de la Marne, il s'agissait là d'une des batailles les plus décisives du siècle, et que la défaite française à Dien Bien Phu ouvrit la voie à l'engagement américain au Vietnam et à tout ce qui s'ensuivit. Ce sera une guerre entre un éléphant et un tigre. Si le tigre se tient immobile, l'éléphant l'écrase. Mais le tigre ne se tiendra jamais immobile. Il sautera sur le dos de l'éléphant, lui déchirant de larges morceaux de chair, puis redisparaîtra au plus profond de la jungle pendant que l'éléphant se videra lentement de son sang. Telle sera la guerre d'Indochine. Ainsi parlait Ho Chi Minh en 1946. Son éléphant au Vietnam était alors les Français, bien que sa remarque eût aussi bien pu s'appliquer une dizaine d'années plus tard aux Américains. L'Occident commença à s'intéresser au Vietnam quand, il y a 300 ans de cela, des jésuites français y établirent des missions. Et ce fut la persécution des catholiques vietnamiens par leurs dirigeants au siècle dernier qui fournit à la France le prétexte pour occuper l'Indochine. À 11 300 km de Paris, l'Indochine et le Vietnam en particulier, avec son riz, son caoutchouc et son opium, ne tarda pas à devenir le fleuron de l'empire colonial français. Et les Vietnamiens ne donnèrent d'ailleurs guère de soucis aux Français. Mais la défaite de la France face à Hitler en 1940 changea tout cela. Le Japon occupait déjà une grande partie du pays voisin du Vietnam au nord, la Chine. Et cette même année, il força les Français à permettre aux troupes japonaises de pénétrer dans le pays. En juillet 1941, 5 mois tout juste avant Pearl Harbor, le Vietnam était intégré au système militaire japonais, bien que des civils français aient continué à l'administrer jusqu'aux dernières semaines de la guerre, quand, redoutant une invasion alliée, les Japonais les emprisonnèrent. Ce fut un rude coup pour les Français, car non seulement cela montra leur faiblesse et encouragea donc le nationalisme, mais aussi, après la défaite japonaise d'août 1945, cela créa un vide politique au Vietnam que le Viet Minh d'Ho Chi Minh ne tarda pas à combler. Le Viet Minh, qui est la contraction d'une expression vietnamienne signifiant « Ligue pour l'indépendance du Vietnam », avait été fondé par Ho Chi Minh en 1941. Il profitait à présent de la confusion qui suivit la reddition du Japon pour déclarer l'indépendance du Vietnam et pour établir au nord un semblant de gouvernement basé à Hanoï. Ce ne fut que 10 jours plus tard que les premières troupes britanniques arrivèrent dans le sud du Vietnam
pour libérer les Français, bien qu'une fois libérés, ceux-ci eurent au fait d'expédier les Viet Minh spécialement autour de Saigon. Mais Ho Chi Minh fut plus chanceux au nord, où la reddition des Japonais s'était faite entre les mains de troupes chinoises, qui se trouvaient de l'autre côté de la frontière. Ce fut en grande partie pour que ces Chinois se retirent que les Français reconnurent, en mars 1946, le régime d'Ho Chi Minh. Les troupes françaises affluèrent de plus en plus nombreuses, tandis que les pourparlers en vue de cette reconnaissance tiraient en longueur. Mais avant la fin de la guerre, la France et le Viet Minh étaient en guerre. Une guerre déclenchée par un incident relativement mineur au sujet des contrôles douaniers à Haiphong, le port d'Hanoï. Ho Chi Minh s'enfuit dans les montagnes près de la frontière chinoise, où il séjourna pendant les 8 années suivantes. 8 années d'un combat avec ses hauts et ses bas, tandis que les Français, puis le Viet Minh, semblaient prendre le dessus. 8 années qui coûtèrent la vie à près de 100 000 Français et à un plus grand nombre de Vietnamiens. À intervalles réguliers, à Paris, les politiciens imploraient d'un côté leurs généraux de battre les communistes en Indochine pour la plus grande gloire de la France, et de l'autre, trouver des prétextes pour ne pas leur envoyer les troupes qui leur auraient permis de gagner la guerre. L'orgueil des Français avait été durement atteint par la défaite de 1940, si bien qu'ils se montrèrent les plus réticents de toutes les puissances impériales à garantir l'indépendance de leur colonie. Ho Chi Minh n'aurait été prêt à accepter la même association amicale et continue entre un Vietnam indépendant et la France, sur le modèle de celle que l'Inde, le Pakistan et Ceylan étaient en train d'établir avec la Grande-Bretagne après leur accession à l'indépendance. Mais les Français ne croyaient pas que leurs colonies d'outre-mer devaient devenir des nations totalement indépendantes. Ils pensaient qu'elles devaient rester une part de ce qu'ils appelaient l'Union française, et que ces territoires d'outre-mer et leur peuple faisaient partie de la France et des Français. C'était la France d'outre-mer. Ils pourraient bien sûr jouir d'une certaine indépendance dans leurs affaires intérieures, mais le pouvoir resterait au gouvernement central de l'Union, à Paris, qui contrôlerait la politique étrangère, l'armée, une partie de l'économie, etc. Les Français refusaient de céder, si bien que la guerre était inévitable, et que de nombreux Vietnamiens qui avaient soutenu les Français se rangèrent du côté d'Ho Chi Minh. En gros, les Français étaient capables de garder la main mise sur les villes principales et de contrôler également la plus grande partie des routes. Mais les zones de campagne constituaient une autre paire de manches et restaient essentiellement le domaine des Viet Minh. Aussi longtemps que les Français essayèrent de les en chasser, ils ne purent y parvenir. Quand les troupes françaises pénétraient dans une zone, les Viet Minh en disparaissaient pour réapparaître aussitôt après que les Français aient tourné les talons. Une méthode qui ne devint 20 ans plus tard que trop familière aux troupes américaines. À part une ou deux rares occasions où ils reçurent une bonne trempe, qui les confirma dans la justesse de leur stratégie, les Viet Minh évitaient d'affronter directement l'ennemi, ce qui mettait en rage les généraux français. Au printemps 1953, les Viet Minh contrôlaient près des 3/4 du pays. Ils envahirent le Laos français, ce qui eut pour effet de déclencher une autre crise politique à Paris. Ce fut une période où les Français changeaient de gouvernement aussi souvent que d'autres de chemise. L'opinion publique française était de plus en plus lasse de la guerre, et des voix s'élevaient de plus en plus nombreuses en faveur d'un règlement qui permettrait à ces soldats de rentrer. La crise conduisit à un remaniement du commandement militaire. Le général Henri Navarre devint le nouveau commandant en chef en Indochine. Il avait pour consigne de sauver le Laos et de préparer le chemin, militairement parlant, à une éventuelle négociation avec Ho Chi Minh. La fin de la guerre de Corée cet été-là signifiait que Ho Chi Minh pouvait s'attendre à une aide militaire supérieure de la part des Chinois et des Russes à tout ce qu'il avait obtenu jusqu'à présent. Pour les Français, il devenait impératif de couper les ailes d'Ho Chi Minh aussitôt